dans le cadre de l'émission Le Tour de la question, on va faire le tour d'une question assez importante, qui est celle de la base de données unique et sociale, économique et sociale, et des consultations obligatoires. Alors, qu'est-ce que la BDES? Parce que ça fait quand même depuis 2016, je pense, ou même avant, qu'elle est obligatoire, mais beaucoup d'entreprises ne sont pas encore à jour avec ça et n'ont pas trouvé d'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette BDES, depuis quand elle est obligatoire et depuis quand elle devrait avoir été négociée avec les CE? Voilà, parce qu'effectivement, comme vous dites, il y a beaucoup de dates à retenir avec cette fameuse base de données économique et sociale, parce que ça s'est fait progressivement. Et en fin de compte, la naissance de cette BDES, c'est la loi de sécurisation de l'emploi, 14 juin 2013. On a laissé plusieurs échéances, on va dire, aux entreprises, suivant la grosseur de l'entreprise. Pour les entreprises de plus de 300 salariés, on leur avait laissé 1 an pour la mettre en place, donc 14 juin 2014. Pour les moins de 300, 2 ans, donc 14 juin 2015. Mais comme vous dites, c'était déjà un peu confusant aussi pour beaucoup d'élus, parce qu'à ce moment-là, on pouvait avoir juste une coquille vide. Uniquement les rubriques obligatoires, mais rien dedans. Et l'employeur continuait à donner les informations papier sous forme de rapport. On avait pour l'employeur jusqu'au 31 décembre 2016 pour alimenter cette base de données, c'est-à-dire la rendre complète. Non, mais tout ce qu'il y a dans la base de données est négociable. Non, pas tout. Alors, on a des rubriques obligatoires dans la base de données économique et sociale, on en a 9. Alors, avant, on en avait 8 initialement. On avait rajouté la rubrique 1 bis sur l'égalité homme-femme. Donc, c'est tout bonnement le rapport sur l'égalité homme-femme qu'on avait avant. Et avant les ordonnances Macron, toutes les rubriques étaient obligatoires et des sous-rubriques également obligatoires. Et on ne pouvait que négocier, alors on pouvait la négocier déjà, mais qu'à la hausse. On pouvait uniquement rajouter des rubriques, rajouter des destinataires, parce que qui est destinataire aussi de cette BDES? Le CE, les DUP, les CHSCT, les délégués syndicaux. Les DP, par exemple, ils ne sont pas destinataires. Les représentants syndicaux non plus. Alors évidemment, aujourd'hui, avec le CSE, ça va résoudre beaucoup de problèmes parce que de toute façon, ça sera une instance fusionnée. Mais dans un accord avant BDES, on pouvait, par exemple, rajouter des destinataires, on pouvait rajouter des rubriques. Ce qui va justement changer aujourd'hui avec les ordonnances, où on pourra faire des accords BDES. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'accord BDES est quasi obligatoire. On va devoir essayer de négocier cet accord. Mais si on n'arrive pas à négocier, c'est la loi qui revient, avec des rubriques qui restent obligatoires aussi. Alors, à quoi sert cette BDES? Alors, en fin de compte, la base de données sert de nouvel outil de gestion dans l'entreprise. Et c'est le support des consultations annuelles obligatoires. Ça, c'est très important pour nos élus, car avant, quand ils étaient consultés, alors je parle bien des 3 grandes consultations qui avant étaient annuelles, je ne parle plus de consultations annuelles, parce que maintenant, comme on le sait, ce sont des consultations qu'on pourra négocier aussi et faire tous les 3 ans. Donc on parle de consultations récurrentes et non plus annuelles. Ça, c'est pareil, tout ça, ça se négocie dans un accord. Et donc, on a donc 3 grandes consultations qui sont donc la situation économique et financière, la politique sociale et les orientations stratégiques. Et cette BDES nous sert de support avec toutes ces informations. Alors, on a parlé de la situation économique. C'est peut-être le moment de rappeler que précédemment, on pouvait faire 2 consultations et 2 expertises sur les comptes, qui étaient celles sur les comptes de l'entreprise et celles sur les comptes prévisionnels de l'entreprise. Et que donc maintenant, c'est la consultation sur la situation économique de l'entreprise. Oui. Alors peut-être expliquer bien à nos élus, internautes qui vont nous regarder, comment cette expertise-là peut être déclenchée, parce qu'avant il y en avait 2, là maintenant il n'y en a plus qu'une. Donc comment ça fonctionne? Alors, au niveau des expertises, effectivement, les élus pourront demander la compétence d'un expert et on ne peut aussi que les encourager à le faire parce que ça va pouvoir aussi les aider à prendre leur avis, parce que les élus doivent rendre des avis dans ces consultations-là. Quand ils prendront un expert à ce niveau-là, par contre, au niveau des ordonnances, ça n'a pas changé au niveau de la rémunération. Ce sera toujours à la charge de l'employeur. La seule consultation qui reste pour part, je dirais, à la charge de nos élus, c'est celle sur les orientations stratégiques, où là, il y a eu un petit changement qui est quand même important. C'est la prise en charge par les élus, qui est donc de 20%, mais avant, qui était limitée au tiers du budget annuel de fonctionnement. Là, on a déplafonné. Il n'y a plus ce plafond, ce qui est très embêtant. Que risque l'employeur s'il ne met pas en place la base de données économique et sociale? Alors, il y a 3 risques, je dirais. Et 3 manières, je dirais, de recours.
Le premier recours, c'est déjà un recours amiable. Parce que bien entendu, et nous, en tant que juristes, pour nos IRP, on est là pour maintenir le dialogue social dans l'entreprise. Donc ce recours amiable, il est évidemment un privilégié. On essaie de discuter avec son employeur, on essaie de mettre en place un calendrier aussi prévisionnel de mise en place de cette BDS, qui devrait l'être, hein, bien entendu. Mais si elle n'est pas mise en place, ça va être difficile de toute façon de leur demander de la mettre en place du jour au lendemain. C'est un gros travail, hein. Donc, on essaie de caler, hein, un calendrier, mais si l'employeur ne fait rien, carence de l'employeur ne veut toujours rien entendre. C'est une obligation légale aujourd'hui. Donc, c'est un délit, hein, pénal, c'est un délit d'entrave, donc tribunal correctionnel, et un recours devant le tribunal de grande instance, un recours civil pour obtenir aussi du juge qu'il obtienne les documents manquants. Ceci dit, on n'a jamais vu un DRH aller en prison, quoi. Non, pourquoi? Parce que la peine de prison a été supprimée par la loi Macron de 2015, où désormais on a doublé la peine d'amende. Elle est passée de 3 750 € à 7 500 €, mais on a supprimé la peine de prison pour le délit d'entrave. Ceci dit, c'est un peu justice, parce que le DRH qui applique les directives de la direction est un salarié comme les autres, et c'est lui qui endosse la responsabilité de la chose et qui est poursuivi pour délit d'entrave. Ce n'est pas l'entreprise ou l'employeur, c'est le DRH quand il a signé un mandat. Oui, mais enfin, de toute façon, au final, c'est quand même l'employeur, hein, c'est l'entreprise, hein, qui reste responsable. Merci Céline. De rien.